Chers amis Sologno, cher Guillaume Pelletier qui nous accueille chez toi ici ce soir, et cher Éric Zemmour qui réunit tous les Français qui ont vu se lever une espérance. Alors vous savez, il y a dans nos villes, dans nos métropoles, une obsession. Et je dis bien une obsession. C'est celle du vivre ensemble. Un mythe, en fait, d'une cohabitation harmonieuse entre communautés différentes. Et cette expression, elle n'est évidemment pas née pour qualifier les relations entre les Gascons, les Bretons ou les Bourguignons. Non, parce que leur altérité, en réalité, ne les empêche absolument pas de vivre ensemble. Unis qu'ils sont par cet amour de la France qui dépasse toutes les différences qu'ils peuvent avoir par ailleurs et qui chapeautent leurs particularités. Nous savons bien, en fait, que ce vivre ensemble, il a été inventé pour nous imposer une société multiculturaliste, ouverte à tous les vents, et en fait, qu'on veut nous donner comme modèle, et dont on veut nous faire croire que notre société française, notre modèle civilisationnel ne serait qu'une option parmi d'autres. Alors ça, vous le savez bien, ça ne nous fait guère envie et pourtant ça nous est imposé. Ce multiculturalisme qui veut nous transformer en reniant ce que nous sommes, en reniant notre identité pour accueillir ceux dont les modes de vie devraient être accueillis, eux aussi, comme supérieurs aux nôtres. Et le ciment qui fonde notre nation est en train de s'écrouler, de se fissurer. Et souvenez-vous de cette phrase de Gérard Collomb au moment où il a quitté le ministère de l'Intérieur, qui craignait que finalement ces communautés qui vivaient côte à côte finissent par se retrouver face à face. Et pendant que le gouvernement actuel s'évertue finalement à essayer de résoudre des problèmes qu'il a lui-même entretenus, eh bien votre défi à vous, qui vivez dans la France rurale, dans les régions, dans ces belles régions de la France rurale, votre défi à vous, c'est de bien vivre, voire même parfois de survivre. Notre candidat, Éric Zemmour, ce soir, vient faire des propositions qui vous touchent, qui touchent le cœur de la France qu'on voit battre ici, dans cette belle région de la Sologne. Mais moi, ce que je veux vous dire en préambule, parce que bien évidemment, c'est lui qui vous exposera ce qu'il propose, ce qu'il vous propose. Ce que je veux dire en préambule, c'est que tout cela est porté par un attachement à ce qui fait la France, un attachement à un enracinement dans des territoires, mais plutôt je devrais bannir ce mot, dans des terroirs dans lesquels nous trouvons des traditions, des modes de vie, une certaine manière d'être français, un art de vivre également, tout ce que finalement méprisent les progressistes, tout ce que méprisent ceux qui veulent liquider l'héritage de la France. Tous ceux qui veulent détruire n'ont évidemment aucun intérêt à voir se lever les Français qui aspirent à retrouver ce cœur battant de la France. Et c'est pour cela que cette campagne, vous le voyez bien, comporte une part de violence, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et nous avons avec Éric Zemmour un choix. Ce choix, vous le faites quand vous remplissez, comme c'est le cas ce soir, de manière aussi intense les salles, partout là où Éric Zemmour se déplace. Nous pouvons faire ce choix, à la condition de résister aux foudres des progressistes, à leur bien-pensance, à ce qu'ils veulent nous imposer en l'érigeant comme le bien, opposé à ce camp que nous représentons et qui est vu par ceux-là même comme le camp du mal. Et on se retrouve dans une opposition
binaire et on accuse Éric Zemmour de vouloir fracturer la société, alors que ce sont ceux-là même qui dénoncent les fractures qui en sont à l'origine. Eh bien, ce soir, chers amis, nous avons un devoir. Et je pense que quand ce devoir sera accompli, ce devoir de nous engager de tout notre cœur et de toutes nos forces dans cette campagne, nous pourrons dire, avec Sénèque, ce philosophe que j'affectionne particulièrement, « Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux ». Car c'est dans cette lutte que ces racines mises à l'épreuve se fortifient. Et c'est ce combat-là que nous portons pour la France, malgré tous les vents contraires qui peuvent parfois déstabiliser. Mais la raison pour laquelle nous y croyons, la raison pour laquelle nous le voulons, c'est tout simplement parce que nous avons cette conscience de l'urgence de conserver cette société française telle qu'elle est et telle qu'elle nous a été léguée par ceux à qui nous devons tant. Et cette génération a une immense responsabilité et je veux saluer particulièrement ce soir ceux qui nous disent l'espoir. Ce sont tous les générations Z. Stanislas, c'est là aussi. Tous ceux qui ont ouvert la voie. Ils ont ouvert la voie et avec vous et pour vous, Éric Zemmour a répondu présent et nous lui disons merci. Mesdames et messieurs, il est député du Loir-et-Cher, ancien numéro 2 des Républicains et maintenant vice-président de Reconquête. Merci d'accueillir monsieur Guillaume Pelletier. Mes chers amis, quelle joie, quelle fierté. La salle de Chaumont-sur-Tharonne est trop petite pour les quelques 1000 conquérants de Sologne qui viennent ici soutenir le futur président de la République, monsieur Éric Zemmour. Oui, c'est la foule, c'est la houle, c'est la marée montante de la reconquête. J'ai été votre maire, votre conseiller régional, le président de la Sologne des Étangs, je suis aujourd'hui votre député. À 5 reprises, vous m'avez accordé votre confiance et je vous demande avec gravité, avec enthousiasme, d'accorder cette confiance profonde qui nous unit ici en Loir-et-Cher et en Sologne à cet homme rare que je connais depuis 15 ans et qui porte un tel courage de dire tout haut ce que nous pensons tout bas. Éric Zemmour. Alors, bienvenue en Sologne, mon cher Éric. Bienvenue au pays de mon enfance et de mon adolescence. Je pense à mon grand-père, bien sûr, qui m'a tant appris, à mes parents. Et je voudrais, dans ce pays de géants et de jeunesse en fleurs, te parler d'une petite fleur des bois, la violette, symbole de la Sologne, symbole de la droite forte que nous avons fondée. Et je sais que tant de militants de la droite forte te rejoignent jour après jour et sont ici après nos grandes fêtes populaires de la violette. Pourquoi la violette ? D'abord parce que nous ne voulions pas de la rose socialiste. Nous ne voulions pas de cette fleur de rosier au port altier. Nous ne voulions pas d'une fleur des marquis ou des coquets. Nous ne voulions pas d'une fleur coupée qui fane et qui décline. Nous voulions la violette des bois, cette fleur des bords de route et des fossés, cette fleur sauvage et populaire, cette fleur qu'on piétine parfois, mais qui n'est jamais portée au nu par le système, cette fleur des hasards et des hussards, cette fleur de l'hiver qui annonce le printemps, parce que tu es bientôt le printemps de la France, cher Éric Zemmour,
puisque tu vas réparer et sauver notre patrie. Je voudrais aussi te dire, ainsi qu'à Jérôme, Laurence, Sarah, Stanislas, à travers toi, qui porte cet amour magnifique et merveilleux de la culture française, que c'est ici, sur les bords des étangs de Sologne, que j'ai, à l'adolescence, découvert mon livre préféré et qui, depuis que je t'ai rejoint, me fait tant penser à toi. Il s'agit du plus vieux livre du monde. Il a 3000 ans. Il s'appelle l'Odyssée. Ulysse, qui rêve de retrouver Pénélope dans un chant d'amour magnifique. Ulysse, qui affronte les monstres, le Cyclope, Charybde, Scylla, le livre du courage, le livre aussi de ce que tu célèbres sans cesse, le livre de l'enracinement. Le Cyclope, c'est Mélenchon. C'est vrai, on l'a vu hier. Vous avez vu comment Éric Zemmour a terrassé Jean-Luc Mélenchon hier soir. C'est le livre L'Odyssée de l'enracinement parce que ce livre inaugure la dynastie des grands aventuriers. Nous ne redoutons rien parce que nous sommes fiers de notre port d'attache. Et cette campagne présidentielle n'est pas une élection comme une autre, n'est pas un nouvel épisode électoral. Il s'agit, à travers l'épopée que tu incarnes, à travers l'Odyssée que tu incarnes, de convaincre les Français pour sauver notre patrie. Alors bien sûr, ensemble, nous affronterons des fleuves et des champs de bataille. Nous serons parfois conviés à l'Assemblée des dieux. Nous serons jetés dans la bataille. Nous rencontrerons des tempêtes et des averses de lumière. Nous affronterons des récifs, nous gravirons des sommets de montagnes. Mais à la fin de notre chemin, nous retrouverons, grâce à Éric Zemmour, le plus beau pays du monde, la France. Je voudrais aussi, avec mon cœur de Français, avec mon cœur de Sologno, vous dire, avec sincérité et tant d'affection, l'homme qu'est Éric Zemmour. La chaleur, la sensibilité, l'amour des autres, l'humour, y compris sur lui-même, et pour avoir à côtoyer pendant 20 ans d'innombrables hommes politiques. Ce qui manquait le plus à notre patrie et ce qu'il incarne si magnifiquement, le courage. Le courage, parce qu'avec Éric Zemmour, plus rien ni personne ne nous empêchera de nous dire patriotes. Plus rien ni personne ne nous empêchera de célébrer nos traditions, notre histoire, notre art de vivre, nos savoir-faire. Plus rien ne nous empêchera de dire que la France, nous l'aimons plus que tout. Avec Éric Zemmour, nous allons terroriser les terroristes. Nous allons mettre fin à l'immigration. Nous allons chasser de nos écoles les lobbies LGBT. Nous allons redresser notre patrie et mettre dehors le système politique de la gauche et d'Emmanuel Macron. Alors, et j'en conclurai par là, puisque Éric Zemmour nous a appris, à travers le bain voyons, ou le « et surtout vive la France » si légitime, à conclure de la même manière ses discours, je repense en cet instant à ce que nous disaient en mai 68 les idéologues. « Ne sois d'aucun devoir, disait-il, parce que tu n'es d'aucun pays. » Eh bien, à travers Éric Zemmour, nous leur répondrons. Messieurs,
je suis français. Condamnez-moi, demain je recommencerai. Et avec, vous me connaissez maintenant, Cyrano de Savinien de Bergerac, si tu m'y autorises à nouveau, nous pourrons chanter avec courage devant tout le peuple français. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers se changer en bouffons, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre, non merci. Ça les faire nommer pape par des conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles, non merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, non merci. Mais chanter, rêver, rire, pleurer, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers. Il est là, le courage, il est là, le panache, elle est là, notre patrie, il est là, Éric Zemmour, vive la République et surtout, vive la France! Mesdames et messieurs, chers amis, il est votre candidat pour être le prochain président de la République française. Merci d'accueillir monsieur Éric Zemmour. Mes chers compatriotes, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ici, chez vous, en Sologne, ici, au centre du Val-de-Loire, aux confins du Gâtinais, du Berry, de la Touraine. Vous êtes le cœur battant de la France. Vous êtes les héritiers d'une immense histoire, l'histoire fameuse des rois de France, du château de Chambord, de Jeanne d'Arc, de François Ier, de Léonard de Vinci. Ici, nous sommes dans la France des courageux, des bâtisseurs et des conquérants, le pays des arts et des lettres, de la gastronomie, le jardin de la France. Merci. Merci, mon cher Guillaume Pelletier, député de cette France rurale, de m'accueillir sur cette si belle terre de Sologne. Une terre qui est rude et vraie, dont les forêts sont profondes et les étangs sauvages. Ici, il y a des cerfs, il y a des sangliers, il y a des paysans, il y a des chasseurs, il y a des pêcheurs, des travailleurs, des gendarmes, des entrepreneurs, des femmes qui sont des femmes et des hommes qui sont des hommes. Ici, on ne fait pas semblant, on ne triche pas. Vous le savez, je suis un enfant de la banlieue, mais je crois que vous et moi, nous sommes faits pour nous entendre. Chaumont-sur-Tharonne, mes amis. 1000 habitants. Ben oui, 1000 habitants et 1000 personnes dans cette salle. Tout est dit. Ici, il n'y a pas de place pour l'idéologie, la langue de bois, le politiquement correct. Ici, on est vraiment en France. C'est le lieu idéal pour vous parler du monde rural, pour décrire la beauté de vos paysages, de vos métiers et de votre histoire. C'est le lieu idéal pour vous dire à quel point je vous comprends, combien je vous admire, combien je vous aime et jusqu'à quel point je vous défendrai. Je vous défendrai face à tous ceux qui vous oublient et contre tous ceux pour lesquels vous êtes trop français, trop, comment disent-ils déjà, franchouillard. C'est ça, ils disent franchouillard. Bref, vous n'êtes pas assez moderne pour eux. Vous êtes le monde de la terre et tout ce qu'elle donne. Et votre village est le centre de votre monde. Et puisque vous êtes vraiment la France, on pourrait imaginer, naïvement, que vous seriez respecté. On pourrait croire que l'État
vous considérerait comme la chair de notre nation, comme la prunelle des yeux de notre patrie. Bon, on va changer un peu. Eh bien, pas du tout. Mais pas du tout. Bien au contraire. Emmanuel Macron vous regarde de tellement haut, mais il vous entend même pas. Il vous trouve microscopique. Il plane. Il plane tellement qu'il ne vous voit même plus. Il vous marche dessus, il vous écrase, il ne vous entend pas crier. 1000 habitants pour Emmanuel Macron, c'est une statistique microscopique. Pour nous, mes amis, c'est tout un monde. C'est tout ce monde, le vôtre, que les politiciens veulent bouleverser. C'est notre monde, c'est votre monde, que les bobos veulent transformer. C'est tout ce monde que moi, je veux préserver, que je veux protéger. Je vous protégerai pour qu'il ne vous force pas à devenir autre chose que vous-même, pour qu'il ne vous force pas à baisser les yeux. Par exemple, et quel exemple? Je refuse que qui que ce soit vous interdise de chasser. Je refuse que qui que ce soit s'attaque à la pêche. Vous avez des techniques ancestrales qu'il faut conserver et transmettre. J'étais tout à l'heure, il y a même pas 2 heures, avec Louis Xavier, un éleveur tellement amoureux de ses bêtes, ces moutons soloniaux, les vrais écologistes, c'est vous. Les vrais amateurs de la nature, c'est vous. Vous les chasseurs, vous les pêcheurs, vous les agriculteurs, vous les meilleurs amis de la nature dont je veux être président, vous les Français. Regardez-les, mais regardez-les, ces politiciens. Il est tellement plus facile pour eux, tellement plus politiquement correct de s'apitoyer sur les banlieues en évitant soigneusement de voir la misère rurale à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Regardez-les depuis des décennies s'occuper exclusivement des cités, oubliant complètement le monde rural. Il est tellement plus facile pour eux d'aimer le lointain que son prochain. Depuis des décennies, la puissance publique française a accumulé, tenez-vous bien, 14 plans banlieues successifs. 14, des dizaines de milliards d'euros du contribuable français. Votre argent, qui a été englouti dans d'innombrables quartiers pour acheter une paix sociale qui n'est jamais venue. La Cour des comptes elle-même avoue ne pas réussir à évaluer l'ampleur de cette gabegie, ce gouffre, cet immense gâchis. Un chiffre éloquent. L'État dépense 2 fois plus par habitant de banlieue que par habitant des zones rurales. J'ai déjeuné à midi avec une dizaine de maires. Ils me disent tous la même chose. Ils mettent parfois des mois à décrocher quelques milliers d'euros pour l'entretien d'une route communale ou pour repeindre le mur d'une de vos écoles. Pendant ce temps, des médiathèques flambant neuves et des stades de foot poussent dans toutes les cités où les caïds font la loi, où les policiers ne peuvent plus rentrer, où les pompiers se font agresser. Trouvez-vous cela normal? Moi non plus. J'inverserai cette tendance. Nous réorienterons les faramineux budgets de la politique dite de la ville vers la France rurale pour enfin favoriser vos campagnes, vos villages et nos petites bourgades. Avant de vous faire part de ma vision de l'avenir et d'une proposition qui me tient particulièrement à cœur,
je veux vous raconter quelques histoires. Les histoires de ces personnes magnifiques que j'ai rencontrées depuis des mois, que je sillonne la France, et dont les vies symbolisent à mes yeux la crise de la France rurale. J'ai rencontré Émilie, une maman de 2 enfants qui travaille et qui n'en peut plus de galérer pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Des galères pour trouver une nounou, une crèche ou une garderie. Elle aimerait que le futur président de la République soit aussi celui de la France rurale. Émilie, je serai votre président. Je serai le président de tous les Français oubliés, méprisés, abandonnés. J'ai rencontré Grégory, un artisan qui, comme vous, utilise sa voiture tous les jours pour livrer ses clients, pour aller voir ses fournisseurs. Je sais qu'ici, comme dans toute la France des provinces, la voiture n'est pas un choix, la voiture est une obligation. C'est un outil de travail, c'est votre seul moyen de transport. Déconnectés, déracinés, hors sol, ceux qui prétendent le contraire comme Emmanuel Macron et son gouvernement. Des bobos qui rêvent de supprimer la voiture et de mettre toute la France à vélo. Ces politiciens vous infligent chaque jour des punitions nouvelles parce que, et uniquement parce que, vous êtes des automobilistes. Je serai le président qui protégera les automobilistes et refusera toute taxe nouvelle sur l'essence, le fioul et le diesel. Je serai le président qui dira non à l'écologie soupçonneuse et punitive. Je rétablirai les 90 km/h. Je plafonnerai les amendes et je supprimerai le permis à points. Il y en a assez de cet État si lâche avec les racailles et si cruel avec les honnêtes gens. Toujours plus d'amendes, toujours plus de taxes, toujours plus de radars, toujours moins d'argent pour boucler les fins de mois. Je mettrai fin à ce racket organisé des automobilistes qui se lèvent tôt, de ceux qui ne disent rien, de ceux qui ne cassent pas. Oui, ici, à la campagne, on ne casse pas, on ne détruit pas, on ne brûle pas les écoles et les services publics, mais il arrive qu'on souffre quand même, et nous devons répondre à cette souffrance, je dirais même cette détresse. Alors, je pense enfin à ma rencontre avec Louise et Vincent, qui vivent avec une toute petite retraite et qui n'ont plus accès à un médecin généraliste, qui n'en peuvent plus de devoir attendre et faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller aux urgences, pour enfin pouvoir se soigner. Comme Louise et Vincent, vous êtes aujourd'hui 11 millions d'habitants dans plus de 25 000 communes à ne pas disposer d'un médecin généraliste. C'est une honte. Nos politiciens ont préféré offrir les soins gratuits à tous les étrangers clandestins avec l'aide médicale d'État, plutôt que d'investir cet argent dans la santé des Français. Quand tant de nos compatriotes ne parviennent plus à se soigner, nous offrons, tenez-vous bien, 2 500 € de dépenses de santé par an à des étrangers qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais cotisé. Jusqu'à quand allons-nous supporter cette injustice ? Vous êtes 8 millions d'habitants dans plus de 22 000 communes à ne plus pouvoir pousser la porte d'une boulangerie, d'une épicerie ou d'un bureau de poste. C'est une honte. Vous êtes 3 millions d'habitants dans plus de 14 000 communes à ne plus ressentir la fierté de voir l'école trôner au milieu de vos vies. Vous êtes 8 millions de Français à ne pas disposer d'un accès de qualité à Internet. C'est une honte. Oui, l'État a abandonné la France rurale. Oui, l'État a oublié les 20 millions de Français qui vivent dans nos campagnes. Oui, l'État est complice de non-assistance à pays en danger. Je serai le président qui ne vous considérera plus comme des citoyens de seconde zone. Vous retrouverez avec moi votre juste place dans nos politiques publiques.
L'argent public dilapidé dans les banlieues depuis 40 ans reviendra chez vous, car c'est vous qui en avez besoin. Oui, c'est vous que nous voulons protéger, car vous n'avez jamais la parole, car vous ne cassez pas les vitrines, car vous ne vous plaignez pas alors que vous souffrez plus que les autres. Pour remettre de la vie dans la France rurale, il faut une politique globale. Vous le savez, vous le sentez, vous le vivez, la vie est devenue plus dure, moins de pouvoir d'achat, moins de services publics, mais plus de déserts médicaux, plus de chômage. Je sais combien vous aimez votre terre quand vous trouvez encore le courage de donner la vie et de transmettre un héritage dans ces conditions. Alors, je vais vous annoncer une mesure capitale ce soir, mes amis. Une mesure qu'aucun candidat n'oserait proposer. Que voulons-nous? Nous voulons redonner de la vie à nos campagnes. Nous voulons repeupler nos campagnes. Sans enfants, sans jeunesse, sans nouvelle génération, il n'y a rien. Tout s'épuise. Pour que renaisse le monde rural, il faut d'abord que les naissances soient de retour chez vous et tout autour de vous. La reconquête des campagnes passe par les enfants nés à la campagne. Sans eux, pas d'avenir, pas d'espoir. Je veux que les Français fondent de nouveau des familles dans les villages. Pour cela, je compte mener une grande politique de natalité, et cette fois en vous privilégiant vous, et pas les départements où il y a plus de 3 enfants par femme, pas les banlieues des métropoles. J'ai donc décidé de vous présenter la mesure la plus inédite, la plus forte jamais proposée aux Français qui vivent à la campagne. Une mesure pour les familles, pour nos enfants, une mesure pour la jeunesse, une mesure pour la natalité, une mesure pour l'avenir, une mesure pour le retour de la France, pour l'avenir de la France, pour la survie de la France. En mettant fin à l'immigration, en mettant fin à l'assistanat, je serai en mesure de financer le plus grand plan de développement de la natalité dans nos villages pour tous les citoyens de la France rurale. Alors écoutez bien, dès l'été 2022, pour chaque nouvel enfant né dans une famille de la France rurale, nous mettrons en place une bourse de naissance de 10 000 €. Oui, 10 000 € pour prendre en charge les frais de nounou, les frais de transport, l'aménagement du logement ou des activités extrascolaires. Oui, 10 000 € pour vous si vous faites un enfant dans une commune rurale pour mettre fin à la fracture rurale. Oui, 10 000 € pour une vraie politique de natalité. Pendant des décennies, l'État a financé l'immigration et les banlieues. Désormais, nous allons aider les familles françaises qui vivent dans nos provinces et nos campagnes. Le gouvernement a bien décidé de la politique de la ville. Je décide de la politique de la campagne. Le gouvernement a bien décidé de dédoubler les classes dans les banlieues. Je décide d'agir pour qu'on ne supprime plus de classes dans la France rurale. Cette mesure, mes amis, a un coût de 2 milliards d'euros. C'est 10 fois moins que le coût des aides sociales aux étrangers. C'est 20 fois moins que le coût des fraudes sociales en France. C'est plus de 30 fois moins que le coût des plans banlieue des 40 dernières années. L'État est capable de prendre en charge les clandestins mineurs isolés. Chaque étranger mineur isolé, qui entre nous n'est souvent ni mineur ni isolé, coûte près de 50 000 € par an. Car ils sont nourris, logés, blanchis. 50 000 €
auquel il faut ajouter le coût faramineux de la délinquance de certains de ces clandestins qui sont immédiatement relâchés dans la nature par la justice. Tout cela est financé par vos impôts. Alors pourquoi peut-il autant pour les étrangers? Pourquoi, pour une fois, ne pourrait-on pas dépenser 10 000 € pour un nouveau-né français dans nos campagnes? Nous allons faire des familles rurales les premières bénéficiaires de notre nouvelle politique. Plus pour les Français ruraux, moins pour les étrangers, moins pour ceux qui ont déjà bénéficié de beaucoup d'argent public. C'est ça, la justice. Pour vouloir fonder une famille ici, vous voulez que votre enfant vive dans le meilleur environnement possible. Et pour cela, il faut sanctuariser les écoles. Malgré les promesses d'Emmanuel Macron, rien n'a été fait pour cela. Pour l'année 2019, ce sont 350 classes rurales, de communes rurales, qui ont fermé leurs portes par manque d'élèves et de professeurs. Comment vouloir fonder une famille dans des zones désertées par l'instruction? Aujourd'hui, si les besoins de place sont trop faibles, pour une seule année, c'est toute la classe qui peut fermer. Je lisserai donc le calcul sur 3 ans pour donner davantage de visibilité aux communes sur le maintien de classes dans leurs écoles. Avec ma mesure en faveur de la natalité, il y aura davantage d'enfants dans vos communes. Alors, nous ne fermerons plus de classes. Nos campagnes reprendront vie. Mon gouvernement sera jugé sur cette nouvelle natalité de nos campagnes, sur la puissance retrouvée de la France rurale, sur les maternités qui vont rouvrir, sur les services publics qui vont revenir, sur les écoles qui vont renaître, sur les commerces qui vont revivre, sur les emplois retrouvés, sur les médecins qui se réinstalleront, sur la vie qui va revenir dans nos villages et nos bourgs. Nous allons investir sur la France de demain et d'après-demain. Oui, mes amis, ouvrez grand vos bras et vos cœurs. Des milliers de familles vont se fonder, se créer, s'agrandir et voir le jour dans notre pays. Les enfants seront bientôt de retour dans nos campagnes où il fait bon, où il fait si bon vivre. Et si ma mesure donne envie aux habitants de nos villes de rejoindre la campagne, ce sera tant mieux. Notre objectif est clair, redonner de la vie à notre monde rural. Nous serons aussi jugés sur notre lutte contre les déserts médicaux, ce fléau qui fragilise des millions de Français et qui tue. Oui, qui tue, car les déserts médicaux tuent. Pour les technocrates, les déserts médicaux sont un problème lointain, une vague donnée sociologique. Mais pour vous, mesdames et messieurs, c'est une tragédie quotidienne, une angoisse permanente, une menace très concrète, très urgente. Les technocrates n'ont jamais vécu une rage de dents sans dentiste. Ils n'ont jamais connu l'appendicite sans diagnostic. Ils n'ont jamais éprouvé le cancer sans spécialiste. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un petit enfant qui a 40 de fièvre et tous les numéros que vous appelez qui sonnent dans le vide et SOS Médecins qui vous dit « nous n'intervenons pas dans cette zone » et le service d'urgence qui est surchargé. C'est ça, un désert médical. C'est la solitude face au mal, c'est la peur. Et parfois même, c'est l'horreur. C'est le déshonneur d'un pays qui prétend offrir le meilleur système de soins au monde, d'un pays qui fait partie de ceux qui dépensent le plus au monde dans son système de santé, mais qui traite les villages comme des terrains vagues. Dès mon élection, 1000 médecins seront embauchés par l'État pour rejoindre des maisons de santé. Nous rétablirons le service de garde des médecins et nous mettrons sur pied des services d'urgence de proximité. Je veux que chaque Français puisse être soigné. C'est bien la moindre des choses dans un pays comme la France. Sauver les villages français, c'est relancer la natalité, c'est sauver l'école rurale,
c'est assurer la sécurité médicale, mais c'est aussi assurer la sécurité tout court. Comme moi, vous avez appris avant-hier ce qui s'est passé dans la basilique de Notre-Dame de la Trinité à Blois. Oui, chez vous, dans le Loir-et-Cher, à Blois, un homme en djellaba a pénétré dans la basilique avec un Coran et un couteau. Un homme heureusement repéré à temps et interpellé par la police. Nous sommes passés tout près d'un nouveau drame, comme celui du Père Hamel et des fidèles de la basilique Notre-Dame de Nice. Ils ont été décapités, égorgés, poignardés, parce que chrétiens. En France, on tue des prêtres et des fidèles. Vous vous rendez compte, mes chers amis, les églises doivent désormais être protégées par l'armée, par les gendarmes ou par la police. Cela ressemble au sort des chrétiens d'Orient, mais c'est dans notre propre pays. Vous l'aurez compris, plus personne n'est épargné. Insécurité, délinquance, terrorisme, nous sommes tous menacés, même ici. Mais ne croyez pas que ce triste sort soit inéluctable. Nous allons nous relever. Je serai le président de l'ordre. Je serai le président de la paix et de la sécurité. Je serai le président des gendarmes, des policiers, des forces de sécurité, de la loi, de l'autorité et de la tranquillité enfin retrouvée. Je veux que vous soyez défendus et je veux que vous puissiez vous défendre. Je sais que dans votre région, comme dans toutes les campagnes françaises, la criminalité explose. Oh, c'est une criminalité d'un genre nouveau, des gangs de cambrioleurs qui s'attaquent à vos maisons, à vos biens et à votre matériel. Parfois même, ils pratiquent le homejacking, cette technique horrible qui consiste à vous surprendre dans votre sommeil, à vous ligoter, parfois à vous torturer pour tout vous voler. Ces criminels sont impitoyables. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, si vous vous défendez, si vous attaquez celui qui vous attaque, c'est vous qui aurez en prison. Il n'est pas normal que dans notre pays, Stéphane, un bijoutier niçois qui se fait braquer par des racailles et qui tente de se défendre, soit condamné par une cour d'assises. Eh oui, mes amis, notre justice libère Sofiane et condamne Stéphane. Voilà notre justice. Alors, moi, je veux une justice qui vous donne le droit de vous défendre. Parce qu'à la campagne, la gendarmerie ne peut être au bord de chaque chemin rural. Je veux que ceux qui vous attaquent sachent que désormais, vous aurez le droit de contre-attaquer. Oui. Oui, je veux ce que le droit suisse appelle une défense excusable pour les honnêtes gens. Je veux que les prédateurs n'aient pas seulement peur du gendarme, mais également peur de vous. Je veux que vous fassiez respecter la loi chez vous, quand la gendarmerie ne peut pas arriver à temps parce qu'elle est trop loin ou parce qu'elle est déjà occupée ailleurs. Je veux que votre droit de défendre vos biens, votre vie et la vie de votre famille soit inviolable. Mes amis, le droit de propriété et la légitime défense sont de retour. La justice ne considérera plus les honnêtes gens qui ont le courage de résister aux agressions contre des criminels. Nous voulons une France rurale vivante. Nous voulons une France rurale en bonne santé. Nous voulons une France rurale en sécurité. Nous voulons une France rurale fière de ce qu'elle produit, fière de nourrir notre pays, fière de son travail, fière de son art de vivre, fière de ses métiers, fière de son savoir-être. Nous nous battons pour que l'avenir de la patrie s'écrive ici, au travail, mes amis, haut les cœurs, que chaque clocher de votre village soit un phare de la reconquête, que chaque bourgade soit un relais de la reconquête, que chacun d'entre vous soit un artisan de cette reconquête. Vive la France rurale, vive la République et surtout, vive la France!